C'est une question qui est délicate, qui est intéressante, c'est-à-dire on est dans une situation où on n'investira jamais trop en culture. Si on investit bien, on n'investira jamais trop. Les besoins sont illimités dans le sens où on a une société, une nation qui est tellement créative. Il faut aussi se poser des questions sur l'avenir. Là, on a posé un geste important, un geste financier. On soutient le milieu à la hauteur qu'il nous a demandé de le faire. Mais je pense que le défi dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce sera de bâtir un écosystème culturel résilient. Mathieu Lacombe, bienvenue au Devoir. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Mathieu Lacombe, vous avez été journaliste de 2011 à 2018, chef d'antenne à TVA Gatineau à 26 ans. Oui. Très jeune. Du journalisme à la politique, comme tant d'autres, de René Lévesque à Pierre-Elliott Trudeau, on pourrait en nommer Je me compare pas à eux, mais disons, on a un parcours semblable. Et vous êtes dans la circonscription de Papineau, en Outaouais. En Outaouais. Élu en 2018, ministre de la Famille de 2018 à 2022 et ministre de la Culture depuis maintenant 2023, depuis octobre 23. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Et je suis accompagné aujourd'hui de Catherine Lalonde, qui est journaliste au Devoir depuis... longtemps. Plus longtemps. 16 ans. 16 ans 16 déjà. ans maintenant, journaliste culturel. Bienvenue au Devoir. Spécialisée en culture et elle-même, à ses heures, écrivaine, poétesse et artiste de performance. Ancienne danseuse, ça reste. Ça reste. Donc, une femme qui connaît le milieu culturel. Oui, ça donne des discussions de fond. Sur le bout de ses ongles. Et ben moi-même, pour le bénéfice des lecteurs et lectrices, auditeurs qui vont nous écouter, Brian Miles, le directeur du Devoir. Alors, sans plus tarder, Catherine. Mathieu Lacombe, vous étiez venu nous voir en 2023 quand vous commenciez au ministère de la Culture. Il s'est passé beaucoup de choses, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite vie depuis la dernière fois que vous êtes passé. La dernière année a été bien agitée, super intéressante. Oui. Et là, intéressante, c'est vrai que c'est une bonne façon de le dire. Et vous venez nous voir, bien sûr, au moment où on a eu de belles annonces au budget. Les artistes ont eu exactement le montant qu'ils avaient demandé, ce montant dont ils disaient qu'ils avaient besoin pour éviter le démantèlement de la culture. Ce sont des bonnes nouvelles, c'est un rattrapage exceptionnel. Est-ce que les manifestations qui ont eu lieu, les artistes qui sont sortis dans la rue, est-ce que ça vous a influencé, touché? Et de quelle manière? Je dirais oui à ces deux questions-là, c'est-à-dire est-ce que ça nous a influencé? Oui. Est-ce que ça nous a touché? Est-ce que ça m'a touché? Oui aussi. Puis il y a des gens qui me demandent si ça m'a dérangé. Parce que c'est sûr que hier, j'étais à une première, ou en fait, dans un événement bénéfice au Théâtre Denise Pelletier. Et justement, il y a des artistes de la pièce, Orgueil et Préjugés, qui sont venus me voir après puis qui me posaient un peu cette question-là. Et je leur disais non. Ça ne me dérange pas. Parfois, c'est sûr qu'il peut y avoir des débordements quand on est dans l'émotivité, mais en même temps, de voir des gens se mobiliser pour la culture, voir des gens se mobiliser pour qu'on investisse dans ce qu'on est, parce que c'est ça, la culture, c'est qui on est. Évidemment, comme Québécois, comme ministre, je peux pas dire que c'est une mauvaise chose. Donc, est-ce que ça nous met de la pression? Est-ce que ça m'a mis de la pression cette année? C'est sûr que oui. Mais je pense que c'est ça, la politique, c'est d'être capable de gérer cette pression-là, de travailler aussi avec le milieu. Puis c'est ce qu'on a fait dans la dernière année. Donc, je leur ai dit, c'est une victoire collective. Je pense, c'est sûr que des manifestations, on s'en passerait. C'est agréable pour personne. C'est pas plus agréable pour les gens, j'imagine bien, qui manifestent. Dans la rue, ça leur demande beaucoup d'énergie. Mais au-delà des manifestations, il y a eu tout un travail de coulisses qui s'est fait avec le milieu culturel, que ce soit le Front commun, que ce soit les organisations ou d'autres organismes culturels qui n'étaient pas nécessairement regroupés, que ce soit même la grande mobilisation avec des discussions qu'on a eues avec eux, parce qu'ils nous ont quand même fait part de leurs revendications. Ben, ça fait progresser le dossier. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est une réussite conjointe. Je pense que c'était aussi loin que là que je voulais aller avec ma question. Je pense que je voulais aller jusque-là. En fait, dans ces rencontres-là que vous avez eues, vous avez ouvert vos portes suite aux manifestations. Qu'est-ce que vous avez appris particulièrement à ce moment-là? Ben, je pense que, d'abord, quand on se parle, on est sûr de pas se tromper. Ça, c'est la première chose. On peut bien être en désaccord. Et hier, justement, dans Orgueil et Préjugés, ils ont eu une phrase que je trouvais très bien, qui disait « Vous pouvez aimer le jour, je peux aimer la nuit, on se rejoindra à l'aube ou au crépuscule. »
c'est poétique. Mais on peut avoir des positions qui peuvent paraître irréconciliables, mais à la fin, si on se parle, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de bon qui va sortir de ça. Donc, j'ai appris des choses. Oui, j'ai pris des notes. Là, vous voyez, je suis un gars qui prend beaucoup de notes. Le ministre studio. Avec mon surligneur. Avec des surligneurs. On est quelques-uns à faire ça, mais j'ai appris des choses. Quand on parle de l'inflation, par exemple, ben, quand on creuse, on s'aperçoit que dans le secteur culturel, l'inflation a été beaucoup plus élevée que dans la société en général. Donc, quand on parle du fait qu'on a augmenté les budgets du calque, parce que c'est vrai qu'on l'a fait dans le passé de façon importante depuis qu'on est arrivé, ben, il faut prendre en compte que l'inflation a été très élevée dans le secteur culturel, ce qui a fait en sorte qu'à la fin, bon, ça arrivait à peu près à égalité. Il y avait eu peu d'espace de rattrapage, de croissance pour les investissements dans les organismes sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris en faisant du terrain, en lisant ce qui se faisait, en parlant avec les organismes, puis de les comprendre aussi. Puis c'est un peu là où je voulais aller au départ, c'est-à-dire de comprendre comment ils se sentent. Puis de comprendre leur détresse, puis pourquoi est-ce qu'ils se sentaient comme ça, c'est-à-dire ils se sentaient essoufflés. Le nombre d'heures de répétition, par exemple, au théâtre qui est coupé. Puis je pourrais vous parler de bien d'autres domaines, mais ça nous a permis je pense, de prendre le pouls. Ouais. Ce budget, qui est salué par vraiment la majorité du milieu, est une bouffée d'air. On sait que le milieu semble parfois on sait que le milieu semble presque perpétuellement en crise. Comment on fait pour le soigner? Comment on commence à envisager l'avenir des arts et de la culture du Québec? C'est une question qui est délicate, qui est intéressante. Je pourrais utiliser plein de synonymes ou en fait d'adjectifs pour qualifier cette situation. C'est-à-dire, on est dans une situation où on n'investira jamais trop en culture. Si on investit bien, on n'investira jamais trop. Les besoins sont illimités dans le sens où on a une société, une nation qui est tellement créative, que ce soit en musique, quand on regarde le nombre d'albums qui se produisent en ce moment comparativement au reste du Canada, que ce soit en cinéma, en télévision, que ce soit avec le théâtre, l'offre culturelle à Montréal, par exemple, elle a augmenté de 60% entre 2004 puis les années 2020, 60%. La population, pendant la même période, a augmenté de 17%. On est créatif. Donc, cet argent-là, quand on investit, si on l'investit bien, elle va toujours être utile. Mais en même temps, il faut aussi se poser des questions sur l'avenir. Là, on a posé un geste important, un geste financier. On soutient le milieu à la hauteur qu'il nous a demandé de le faire. Mais je pense que le défi dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce sera de bâtir un écosystème culturel résilient. Et la résilience, dans les prochaines années, on en aura besoin. La pandémie nous a démontré beaucoup de choses. Les publics changent. Les façons de générer des revenus doivent peut-être changer aussi. Il faut se poser la question comment est-ce qu'on va rejoindre davantage le jeune public. Il y a un retour en salle, on voit ça là, poindre, donc les gens sont encore intéressés, mais il faut se bâtir aussi une intelligence d'affaires. Comment on fait pour se bâtir cette intelligence d'affaires-là dans le secteur culturel, standardiser nos données? Il y a énormément de choses à faire pour qu'à la fin, on ait un écosystème culturel qui soit beaucoup plus résilient. Au-delà de l'aspect de la création. Au-delà de l'aspect de la création, parce que cette création, il faut bien la soutenir. Il faut bien regarder le continuum aussi. Hier, les jeunes comédiens dont je vous parle, qui sont venus à ma rencontre, d'ailleurs, c'était très intéressant. Ils me disaient, on a pris notre courage à deux mains, on était un peu gênés, mais on veut vous poser des questions politiques. Je trouvais ça très intéressant. Puis on a eu une super discussion d'une une trentaine de minutes. Et ils nous disaient, on a de la difficulté à comprendre la chaîne de création du moment où on a une idée jusqu'à ce que cette idée-là apparaisse sur les planches. Il me semble qu'il y a des trous. Donc, il faut réfléchir à ça. Parce qu'on peut être créatif, on peut y aller au volume, mais en même temps, il faut s'assurer qu'on soutient bien les artistes à chaque moment où c'est important de le faire pour être résilient, justement, puis autour de ça, d'avoir une intelligence d'affaires sur la billetterie, sur le comportement du public, pour être capable de déceler les mouvements dans le comportement, pour comprendre puis être plus efficace sur le terrain. Comment faire ça? Comment l'envisager? Il y a eu des appels à des états généraux qui sont pas partagés nécessairement par tout le monde. Comment est-ce qu'on peut penser ce plan d'avenir-là?
Ben, il faut se parler. Faut se parler. Je reviens à ce que je disais tantôt. Je pense que quand on se parle, on se trompe jamais. Et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a 2 groupes de travail, 2 tables que je vais lancer, qui seront lancées dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est nouveau, ça? C'est nouveau. OK. Puis c'est important de le faire parce qu'au-delà, comme je le disais, de l'investissement, il faut aussi travailler sur la résilience de l'écosystème culturel. Donc, on s'adjoint les services de l'Institut du Nouveau Monde, qui va travailler avec nous comme tiers neutre, qui est habitué de gérer ce genre de brassage d'idées, de mettre des gens à table pour réfléchir. Et on aura 2 tables. Une pour les arts de la scène, qui ont des défis dont on vient de parler, et une pour les festivals. Donc, dans les 2 cas, je pense que si on assoit tout le monde et qu'on est capable, un peu comme les gens qui voulaient des états généraux nous disaient, trouver des solutions en commun, mais si on le fait secteur par secteur, c'est l'approche que j'ai choisi d'utiliser. Je pense qu'on va être capable de générer des... Vous avez exprimé plusieurs fois votre réticence à faire des états généraux en disant qu'au fond, ce qu'on a besoin, c'est d'asseoir les gens pour se parler, de poser un diagnostic. Vous sembliez dire que les états généraux étaient peut-être trop lourds pour faire le diagnostic et passer à l'action. Ben, c'est un peu ma perception. Mais je disais en fait pas au lendemain, la journée du budget, j'ai rencontré les gens du secteur culturel, qui sont à la tête des principaux organismes, institutions, puis je leur disais sur cette question-là, je suis pas dogmatique. Je suis pas sur le fond contre le principe d'états généraux. C'est seulement que les industries, au pluriel, culturelles, sont tellement différentes. Les enjeux qui sont présents dans le monde de la musique sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont dans le monde du théâtre, par exemple. Ce que vit la danse, c'est très différent de ce que vivent les artistes en art visuel. Donc, je pense que d'y aller secteur par secteur, c'est plus productif. Donc, on a eu le groupe de travail sur l'audiovisuel, par exemple. Là, on aura un groupe sur une table de travail sur les arts de la scène. On doit comprendre qu'il y aura d'autres types de tables de cette nature-là, parce que là, vous commencez par le théâtre et les grands festivals. Ça veut dire que la danse, la musique va venir cogner à votre porte et un paquet d'autres assez vite, merci. Ben, les arts de la scène, pour moi, vont le mandat qu'on donne inclut la musique. Inclut, et quand on parle des festivals, d'ailleurs, souvent maintenant, la façon de générer des revenus pour les musiciens, c'est beaucoup. Les festivals, c'est de se produire sur scène, donc on va... Donc, vous le prenez large, c'est pas une table théâtre, c'est une table... Non, c'est art de la scène. Art de la scène plus largement. Donc, la danse en fait partie. La musique aussi, d'une certaine façon, en fait partie. Donc, c'est plus large. OK. De quoi est votre question dans ces tables-là? Quel est le problème qu'on veut identifier ou les solutions dont on veut discuter? C'est un peu ce que je disais tantôt, c'est-à-dire, au-delà de combien ça nous prend, cette discussion-là, on peut l'avoir, on l'a eu, on vient de livrer un budget, mais il faut se poser des questions sur l'avenir. Comment est-ce qu'on développe nos publics? Les publics. Comment on développe cette intelligence d'affaires dont on a cruellement besoin? Comment on réussit à relever le défi du passage à une économie numérique, un monde de plus en plus numérique, beaucoup aussi en culture. Comment on rejoint davantage le jeune public? Le développement des publics, c'est une chose, mais le jeune public, précisément, comment est-ce qu'on est capable d'aller à sa rencontre? Ces questions-là, j'ai pas la prétention d'en avoir les réponses à moi seul. Avec mon équipe ou au ministère, il faut aller vers le milieu. Un peu plus tôt, on a eu droit dans les derniers mois à un sommet économique de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. C'était son sommet le plus couru de l'histoire sur l'avenir de la culture des arts vivants. J'y étais. J'y étais aussi. Ça a été épique à certains égards. Oui. Mais il y a eu des très bonnes questions qui ont été posées par les gens d'affaires, notamment par Michel Leblanc puis Yves Lalumière. Cette idée qu'il faut se poser des questions aussi entre l'offre et la demande dans le secteur culturel. Est-ce que c'est question délicate, ça, hein? Elle est délicate, elle fait mal, puis elle peut très vite devenir polarisante. Mais c'est une question qu'on est en droit de se poser collectivement. Est-ce que ces tables-là vont aller jusqu'à... C'est une question qui est importante. Demander aux artistes eux-mêmes comment ils réfléchissent entre l'offre et la demande. C'est une question qui est super importante parce qu'une création qui trouve pas son public va être une création de créateurs malheureux aussi. Donc, c'est une question d'offre de demande, c'est une question commerciale, mais c'est aussi une question de lien avec le public. Tout à fait.
c'est une question, j'imagine, dont on pourrait parler longtemps, autour d'un café ou d'une bière le soir, puis ça pourrait finir tard, parce que... Résumons. Ben, oui, parce que il y a quelque chose là-dedans de philosophique aussi, et puis en même temps, il y a une discussion qui est très terre à terre, là. C'est-à-dire, philosophiquement, est-ce que moi, je veux être le ministre de la Culture qui va dire au milieu, on produit trop, puis faut moins produire, faut être moins créatif? Je ne serai pas ce ministre de la Culture. Je pense que c'est important d'encourager la créativité, et je pense que c'est la même chose dans le milieu des affaires. Vous entendez souvent les acteurs économiques de notre gouvernement dire c'est normal d'investir dans, je vous donne un chiffre, 100 entreprises pour qu'à la fin, on ait des entreprises qui fonctionnent bien, même si on a eu quelques entreprises avec qui ça a moins bien fonctionné. Je pense que les gens vont faire des liens, mais c'est un peu la même chose en culture. On peut pas demander au secteur culturel d'être efficace, mais on peut pas choisir d'investir juste dans des projets qui vont être efficaces. Il faut aussi investir en culture de façon désintéressée, parce que la culture, comme je le disais, c'est qui on est, puis il faut y investir de l'argent public. Mais en même temps, on regarde les chiffres, puis on voit que l'offre a effectivement, dans l'étude de la Chambre de commerce, augmenté de 60% sur une période d'un peu moins de 20 ans. Donc, entre 2004 et 2022. La population, pendant ce temps-là, a augmenté de 17%. Donc, évidemment que ça amène un défi. Ça amène un défi, et les gens sont intéressés, reviennent beaucoup en salle. On a des données préliminaires qui nous montrent que les gens reviennent. Mais en même temps, l'offre, elle est tellement abondante que parfois, cette fragmentation du public fait en sorte que les salles sont pas toujours pleines non plus. Donc, comment on relève ce défi-là? Je pense que c'est pas à moi d'imposer une réponse. Je pense que c'est au milieu de se poser cette question-là, et la table va nous permettre ça. Parce que ça vient pas du haut vers le bas, là. C'est justement l'idée d'avoir l'Institut du Nouveau Monde avec nous, c'est de générer ces idées-là, puis après ça, de créer des consensus. Mais dans l'élaboration des politiques publiques, on en parlait en préparation d'entrevue. Nous-mêmes, on n'est pas nécessairement d'accord. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je peux animer le débat si vous voulez, là. Ça pourrait être intéressant. On se demandait, est-ce qu'il y a une place ou une intersection pour l'élaboration des politiques publiques pour trouver le juste point d'équilibre entre le soutien à une multiplicité des pratiques, donc d'encourager l'expérimentation, la variété des pratiques, mais aussi de s'assurer que... Il y a des œuvres rassembleuses qui trouvent leur public et qui créent... donc, vous voulez dire autant investir dans la culture qui est plus populaire que dans celle qui est plus expérimentale? C'est là qu'on se posait la question, quand on finance, quand on subventionne avec l'argent de l'État, comment on voit ce rapport différent et ces besoins différents que vous avez nommés? L'écosystème a besoin de fleurs ou d'animaux absolument différents, certains plus nichés, je vais oser dire le mot, d'autres peut-être plus grand public, je vais dire ce mot-là aussi. Avec l'argent public, comment on trouve l'équilibre peut-être, ou est-ce que c'est un déséquilibre au contraire? Ben non, mais là, c'est le cœur de l'enjeu, là. C'est le cœur de l'enjeu que je constate. Et c'est là la discussion délicate dont je parlais, cet équilibre nécessaire. Sentez-vous que c'est votre rôle dans l'élaboration des politiques publiques de le trouver, ce point d'équilibre? Ben, je pense que mon rôle, c'est de lancer une discussion, mais c'est pas d'imposer la réponse. Okay. Je pense que le milieu s'attend aussi à ça de nous, comme décideurs, s'attend à ça de moi, comme ministre de la Culture, d'être capable de leur donner un lieu de discussion, de leur donner des moyens aussi d'avoir cette discussion-là. Investir, je le rappelle, c'est important, c'est une chose. On vient de le faire avec le calque, mais après, comment on s'assure que cet argent-là arrive sur le terrain de la façon... Et j'utilise le mot efficace, pas dans un souci d'être commercialement efficace, mais dans un souci de bien répondre aux besoins des artistes, de répondre aux besoins des artistes de façon efficace. Puis ça, je pense que au-delà du fait qu'on va organiser, nous, la discussion avec l'INM, les deux tables, ben il faut que la réponse, elle vienne nécessairement du milieu, puis il faut atteindre cet équilibre dans tous les domaines. La SODEC, en ce moment, par exemple, vient de revoir son programme pour la musique. Et justement, là, il y a eu un virage. Puis ça s'est fait avec le milieu quand même. Puis là, on se dit, ben, aidons peut-être un peu moins de joueurs, mais aidons-les mieux. Bon, je trouve que c'est audacieux. Est-ce que ça va fonctionner? Je le souhaite. Mais c'est un peu là-dedans. Le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel québécois va nous donner des recommandations. Je ne sais pas encore où ça va atterrir. Est-ce qu'ils vont nous suggérer d'aller vers ça ou pas? On verra. Mais je pense que ces questions-là se posent.
Juste avant qu'on entre dans ce point-là, l'ancien président du Conseil des arts du Canada, Simon Brault, plaide depuis quelques mois pour la reconnaissance d'un revenu garanti pour les artistes. Est-ce que c'est une réflexion qui va faire partie du travail de vos deux tables? C'est une bonne question. La question du filet social. Filet social, mais la question d'un revenu minimum pourrait aider la question de la surproductivité. Si les artistes sont payés pour autre chose que pour produire, parce que notre système actuel encourage la production. Ils ne sont pas payés quand ils ne produisent pas. Ben, vous avez une très bonne analyse. Vous connaissez effectivement le milieu. C'est un peu ça. Si on subventionne seulement la création, à un moment donné, on a un embouteillage, puis ça devient un peu une forme de revenu. Il faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit une bourse pour créer. Puis c'est ce que les artistes nous demandent. Donc, la question du filet social, je vais utiliser ce terme-là qui est plus général. Je trouve que c'est une question qui est importante. Je trouve qu'elle est essentielle quand on se projette dans l'avenir. Donc, je suis d'accord avec Simon Brault qu'il faut voir ça. Et je pense que là, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. L'assurance-emploi relève de lui. Et il y a déjà du travail qui a été fait. L'UDA, notamment, l'Union des artistes, a beaucoup travaillé avec le fédéral, qui semble pas en faire une priorité actuellement, mais en même temps, bon, il y a des élections, on verra où tout ça va atterrir, mais le rôle, je pense, que je dois jouer là-dedans, c'est d'accompagner le milieu puis d'être un allié. Mais puis dans les prochaines années, dans les prochains mois même, j'ai l'intention d'être un allié, d'être aux côtés du milieu pour faire avancer ce dossier-là. J'entends la différence avec filet social et revenu minimum, mais pourquoi laisser toute la responsabilité au fédéral? Le provincial pourrait construire un revenu minimal aussi, là? Ben, je pense qu'on a une responsabilité au Québec et je pense qu'on la prend. Là, on voit tous les gestes qu'on pose, mais en même temps, ce que je constate, c'est que le gouvernement fédéral se désengage parfois de ses investissements en culture au Québec et ça me préoccupe. Donc, dans un secteur qui relève de lui, l'assurance-emploi, je pense qu'il pourrait très bien prendre cette responsabilité. Je pense que ça lui revient. Et ma responsabilité, ben, ce sera d'être aux côtés du milieu culturel pour revendiquer ça. Puis, je pense qu'on est capable. Puis, je suis pas certain qu'on est obligé d'être dans un affrontement avec Ottawa parce que il y a déjà du travail qui a été fait. Puis, je pense qu'on est capable de le faire correctement puis de le faire de façon bienveillante, dans une atmosphère bienveillante. Vous disiez un petit peu plus tôt, on parlait un peu plus tôt de la nécessité pour les œuvres de trouver les publics, développer le public, intéresser les jeunes. Ça nous amène, je pense, à la découvrabilité. Oui. Ce mot qui signifie que les contenus, les œuvres québécoises sont plus faciles à trouver. Mm-hmm. Vous travaillez sur un projet de loi. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que Québec a assez de pouvoir? Bien sûr. Parlez-nous-en. C'est quoi les axes de tension que vous voyez présentement dans le projet de loi? Ce dossier, ben, il y en a plusieurs, mais ce dossier est intéressant parce que quand je suis arrivé en poste en 2022 et que je parlais de ça, parce que je voyais bien ce qui est en train de se produire à Ottawa, les gens roulaient un peu des yeux. Et je le dis sans aucune amertume, mais de façon factuelle, les gens, je pense, avaient un peu l'impression que le jeune ministre de la Culture qui arrivait en poste était peut-être un peu idéaliste puis pensait qu'il allait pouvoir jouer dans les plates-bandes d'Ottawa, alors que de ma perspective, puis de la perspective historique qu'on a ici au Québec en matière de champ de compétences puis de revendication de notre autonomie politique, ben, c'est un champ de compétences québécois. Et c'est pas parce que on se dirige de plus en plus dans un monde qui est numérique qu'il faut abdiquer ces champs de compétences. Donc, le cinéma, ça a toujours relevé des provinces. Donc, ça a toujours relevé du gouvernement du Québec. Pourquoi est-ce que maintenant qu'on le consomme peut-être davantage ou de plus en plus sur des plateformes, il faudra abdiquer ce champ de compétences-là? Je pense qu'il y a là un problème et je pourrais continuer, vous donner d'autres exemples, mais on a ce pouvoir-là et j'en étais intimement convaincu, mais je suis un gars de consensus, puis je veux toujours créer ces consensus-là. Donc, on a mis en place un groupe d'experts qui est venu nous dire, oui, effectivement, non seulement vous avez cette compétence-là, mais même voici des pistes de solutions pour être capable d'y arriver. D'experts de Clément Duhem, Louise Baudouin, Véronique Guévremont. Exact. Qui sont des experts éminemment Patrick Taillon comme constitutionnaliste. Vous avez un socle sur lequel vous êtes en mesure d'agir pour faire votre projet de loi qui vous permet d'affirmer la pleine compétence. Exact. Et là, maintenant, c'est comme les gens sont venus à la conclusion, parce qu'évidemment, ce sont des gens qui ont une longue feuille de route,
qui ont imposé cette conception que oui, on a tout à fait la compétence d'agir dans ce domaine. Pourquoi on va pas un pas plus loin qui nous ramènerait à faire 10 pas par en arrière et reprendre la revendication historique du Québec que toutes les formations politiques ont appuyé au fil des ans, y compris le Parti libéral? C'est le rapatriement des pleins pouvoirs en culture. Ben, c'est quelque chose qu'on réclame, mais en même temps, je suis de cette école de pensée politique que ça ne nous sera pas livré un beau matin dans une boîte avec un ruban et qu'on peut le revendiquer. Surtout pas par un gouvernement libéral fédéral. Hein? Ben, surtout pas par un gouvernement qui a effectivement des tendances centralisatrices. Je pense qu'on peut voter libéral ou non, mais reconnaître que le gouvernement libéral en est un qui est centralisateur. Donc, devant ça, moi, j'ai deux choix. Est-ce que je revendique et j'attends qu'on me donne quelque chose ou est-ce que j'opte pour l'unilatéralisme, comme l'appelle Guillaume Rousseau, en disant, ben, je pose des gestes dans mon champ de compétences parce que j'ai la certitude qu'on a la compétence donc de le faire, puis on occupe sans demander la permission ce champ-là. Puis moi, c'est ma façon de concevoir ça. Donc, on demande pas la permission, on avance, puis on le fait dans notre champ de compétences. Donc oui, dans les prochaines semaines, je vais déposer ce projet de loi sur la découvrabilité des comptes. On l'attend d'ici la fin du mois d'avril ou d'ici la fin de la session parlementaire, j'aurai assurément déposé ce projet de loi. On a aussi une étape importante avec la 5e conférence des ministres de la culture de la francophonie que j'ai invité avec l'OIF à venir à Québec en mai. Sur la question de la découvrabilité, on est un leader dans le monde. Comme en 2005, avec Louise Baudouin, en ce moment, c'est nous qui sommes à l'avant de la parade. C'est nous qui menons la charge pour la mise à jour de la Convention de 2005 pour qu'elle soit applicable dans l'environnement numérique. Puis c'est un travail diplomatique de tous les instants, là. Donc, tout ça se fait en parallèle. Le travail sur la scène internationale, le travail qu'on fait ici chez nous avec le projet de loi que je vais déposer. À quoi pourrait ressembler le projet de loi? Qu'est-ce qu'on veut affirmer dans ce projet de loi-là? La souveraineté culturelle du Québec dans ce champ-là, le droit de Québécois d'avoir accès à leur culture en français dans l'univers numérique. Je pense que c'est des principes qui sont importants. Donc, il faut poser des gestes en ce sens-là. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à aller aussi loin que de poser des obligations, des exigences aux plateformes étrangères qui profitent de l'écosystème numérique québécois? Tout à fait. OK. Tout à fait. Comment ça va être reçu dans un contexte de guerre commerciale où l'ancien allié américain qui s'est transformé en bully cherche tous les prétextes pour imposer des tarifs punitifs par-dessus des tarifs punitifs? C'est une bonne question. Il faut être prudent, puis il faut bien analyser tout ça, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, le précédent gouvernement américain n'était pas plus en faveur. Là, on comprend que le gouvernement actuel de Donald Trump est beaucoup plus réactionnaire puis est beaucoup plus à l'attaque, mais sur le fond, il n'y avait pas davantage de sympathie pour, par exemple, ce qu'a fait Ottawa avec C11, donc l'encadrement des grandes plateformes. Maintenant, est-ce que ça doit nous empêcher d'avancer dans un contexte où, on le dit nous-mêmes, la culture, elle n'est pas négociable. On parle du renouvellement de l'accord économique Canada, États-Unis, Mexique. Le premier ministre l'a dit, pour nous, la culture, c'est pas un élément qui est négociable. La question de l'exception culturelle doit demeurer. Donc, je pense qu'il faut aussi être capable de... Vous sentez que vous avez l'appui du premier ministre et du ministre des Finances quand vous allez arriver avec un projet de loi qui peut s'inviter par la porte de côté dans la guerre commerciale. Vous allez toujours avoir leur appui. Ben, je pense qu'on a démontré comme gouvernement que la culture, c'est une priorité. Puis je pense que j'ai démontré que je suis capable de me battre pour mes dossiers. Donc, je pense pas que j'ai besoin de me battre, mais je pense que collectivement, ensemble, on va avoir besoin de se tenir debout face aux États-Unis. Mais je pense que on le voit, là. Il y a un élan patriotique canadien là, dont on parle beaucoup, mais il faut pas oublier l'élan aussi nationaliste québécois autour de tout ça. Ouais. Vous avez parlé de la table sur l'audiovisuel, dont les travaux doivent achever sous peu, je crois. C'est ce qui est prévu. Mais j'ai le pressentiment qu'on va me demander plus de temps. Je sais pas, mais on verra. Donc, ce travail-là, il faut l'envisager séparément du projet de loi sur la souveraineté culturelle. Tout à fait. Okay. Je pense qu'il faut voir ça. Le projet de loi est un élément, mais le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel québécois, bien sûr, l'avenir de l'audiovisuel est lié à sa découvrabilité sur les grandes plateformes, mais c'est beaucoup plus que ça, le groupe de travail. C'est de voir aujourd'hui, là, si on avait une page blanche devant nous, comment on construirait cette chaîne
de production, entre guillemets, là, de création audiovisuelle, du moment où quelqu'un a une bonne idée jusqu'à ce que cette idée-là soit diffusée. Donc, le film, la série télé, comment on la finance, comment on gère la question des droits. Et ça, en ce moment, le système est hérité des années 60, 70, à l'époque où Internet n'existait pas. Donc, nécessairement, c'est plus d'actualité. Il y a des anachronismes là-dedans, ne serait-ce que la façon dont le crédit d'impôt est utilisé. C'est pas du tout pour ça qu'il avait été créé à la base. Donc, il faut revoir ce système-là. Donc, c'est un gros mandat. On verra ce que le groupe va me proposer, mais j'ai espoir. J'ai vraiment espoir que les conclusions soient applicables, que ce soit du concret. C'était la commande, en tout cas, que je leur ai donnée. Mathieu Lacombe, vous savez, je pense que le Devoir s'intéresse beaucoup au patrimoine, oui, au patrimoine bâti. Il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur en avril 2021, après que la vérificatrice générale ait montré du doigt une pauvre performance de l'État, il faut le dire, dans la préservation du patrimoine. Et depuis, il y a une décentralisation vers les municipalités, vers les MRC, et pourtant, il y a encore des démolitions par abandon. Ça se poursuit. On a vu disparaître la maison Bosted en Gaspésie, la maison Tachereau. On a assisté à la démolition du domaine de l'Estérel. Comment vous évaluez la performance de votre gouvernement en préservation du patrimoine? C'est une bonne question. Le patrimoine, ça parle de soi-même, c'est-à-dire ce sont de vieux bâtiments qui sont là depuis des centaines d'années parfois. Donc, évidemment, quand ça fait 50 ans que le bâtiment se détériore, est-ce que c'est la faute d'un gouvernement qui est là depuis quelques années puis qui agit? Quand c'est des incendies criminels sur des bâtiments qui sont sous la plus haute protection de l'État, on peut se poser la question de la responsabilité. On peut pas non plus mettre des clôtures autour de ces bâtiments-là pour empêcher les gens qui voudraient les incendier de commettre un acte criminel, mais on peut par la suite prendre des mesures. Là, vous parlez d'un acte criminel. En même temps, il y a des propriétaires qui posent des gestes, qui laissent aller et maintenant, on est beaucoup plus sévère. Donc là, pour la première fois, ça s'est passé depuis que je suis arrivé en poste, on est débarqué avec des policiers dans le cas du domaine de l'Estérel. On a fait des saisies. On est allé dans l'entreprise saisir des documents parce qu'il y a une enquête, parce qu'on avance. Donc, on envoie aussi un message que la loi qu'on a adoptée, on va l'appliquer. Et c'était pas toujours le cas dans le passé. C'est-à-dire, je pense que les gens sur le terrain avaient développé une certaine présomption du fait que le ministère agirait pas vraiment ou occuperait pas les pouvoirs qu'il a, utiliserait pas les pouvoirs qu'il a. Là, maintenant, on applique la loi. Les municipalités ont un inventaire à faire parce que le patrimoine, c'est pas une responsabilité exclusive de l'État québécois, c'est une responsabilité qui est partagée. D'ailleurs, les MRC ou les municipalités peuvent citer des bâtiments. Dans notre cas, on peut les classer. Les municipalités et les MRC peuvent les citer. C'est une responsabilité qui est partagée. On les soutient, notamment financièrement, pour qu'ils fassent l'inventaire qui va se terminer l'année prochaine. Mais après ça, quand on aura un portrait juste de ce qu'on a sur le territoire, ça sera encore plus facile. Mais est-ce que on va sauver tous les bâtiments qui sont en décrépitude parfois depuis des décennies? C'est sûr qu'il va continuer à en avoir. Je vous le dis, c'est une prédiction là, qui va s'avérer. Il va y avoir des démolitions, il va y avoir d'autres cas dont on ne connaît pas l'existence parce que ça s'est détérioré pendant trop longtemps. Mais là, c'est de ralentir. C'est de ralentir cette tendance-là avec la mise à jour de la loi, avec l'inventaire qu'on fait, avec les investissements qu'on fait aussi. Les musées? Oui, qui seront en tête de mes priorités cette année. Oui? Oui. Avec tout ce qui s'est passé, les espaces bleus, on sait bien que c'était pas des musées, mais ça voulait être un réseau qui remplaçait ou reflétait peut-être un peu une tonalité régionale sur le territoire, un projet qui n'a pas fonctionné, mais qui mettait une responsabilité sur les centres d'interprétation dans les régions. Là, malgré ce formidable budget pour la culture, il n'y a rien pour le fonctionnement des musées. De plus. De plus. On est d'accord. Parce qu'on était quand même en demande budgétaire pour maintenir les budgets. C'était pas de l'acquis. J'ai dû entrer ça dans mes demandes budgétaires parce que sinon, ça aurait été une compression dans les musées. Mais vous avez raison de dire qu'il n'y a pas d'augmentation de budget dans ce budget-ci. Puis là, on a deux enjeux. Peut-être qu'on en a plus. Vous me corrigerez. On a les musées, certains musées régionaux qui sont très mal en point. Je pense à la Côte-Nord, à Rimouski, à la Gaspésie. Et on a aussi l'entente collective dans les musées-lois
qui vient d'arriver, qui est Oui. une avancée formidable, mais qui va faire que les artistes vont être mieux payés. Oui. Donc, qui a besoin d'avoir normalement un petit peu plus Mais d'argent. ça, c'est budgété. Ça, c'est j'ai budgété? pas de crainte OK. à ce niveau-là. Évidemment, ça s'est fait en concertation avec le gouvernement. Le mandat de négociation a été approuvé. Là. On est totalement à l'aise avec ça. Puis c'est une avancée formidable pour les artistes en art visuel puis les artisans des métiers d'art. Je persiste et signe, il n'y aura pas d'enjeu à ce niveau-là. Donc, les sommes sont prévues. En Mais région. les musées régionaux, vous avez raison de dire que là, il y a un défi. Il y a un défi supplémentaire. Et c'est important aussi de remettre les choses en perspective. Je suis pas en train de dire qu'ils se plaignent pour rien. Je suis pas en train de dire non plus qu'ils se plaignent. Je pense qu'ils nous soulignent des défis qu'ils ont, mais quand on remet les choses en perspective, en 2022 puis 2025, le budget il a augmenté de façon importante. Le programme d'aide au financement des institutions muséales, le PAFIM qu'on appelle dans le milieu, a augmenté de 31,5 %. Donc c'est quand même presque le tiers une augmentation du tiers du budget. Mais le nombre de musées qui ont été inclus a aussi augmenté, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. Tout dépendant effectivement comment on le voit, mais la tarte, effectivement, si on la sépare en davantage de morceaux, ça ajoute au Une défi pression. financier. Donc, à l'heure où on se parle, je suis d'accord qu'il y a un défi. Là, il fallait prioriser. Évidemment, on peut pas tout faire en même temps. L'année passée, ça a été un budget intéressant, important pour l'audiovisuel. On est mieux rajouter quand même en moyenne 17 millions de dollars dans l'écosystème à chaque année avec la bonification du crédit d'impôt. Cette année, ça a été un budget pour les arts avec le calque. Je pense que l'année prochaine, il faudra travailler pour donner une marge de manœuvre supplémentaire à nos musées parce qu'effectivement, la situation, elle est préoccupante. Budget intéressant en audiovisuel. Il y a des questions et des critiques présentement. Il y a des questions présentement sur la façon dont les sous, particulièrement pour la production télé et cinéma, seraient répartis. Comment est-ce qu'on pourrait faire preuve de plus de transparence? Est-ce À la que SODEC, vous parlez de la sélection des films, oui, je oui, pense. oui. Est-ce que tu fais référence au crédit d'impôt qui finissent un peu par encourager les productions étrangères? Pas seulement. En fait, c'est qu'il y a aussi des questions sur les investissements chez les producteurs privés qui font qu'on ne peut pas non plus suivre les budgets ni savoir qu'est-ce qui se retrouve vraiment dans les poches des artistes puisque c'est de l'investissement à ce moment-là. Est-ce que la consultation que vous attendez va poser des questions là-dessus aussi? Est-ce qu'il risque d'y avoir une analyse? C'est-à-dire, je leur ai donné des pistes là, de questions. Je leur ai donné une liste de questions, puis ensuite, le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel. Et ensuite, ils étaient souverains dans la façon d'exercer leur mandat. Donc, je vais voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais c'est une question délicate. C'est sûr que lorsqu'on augmente cet outil qui est le crédit d'impôt pour la production télévisuelle ou cinématographique québécoise, c'est le producteur, évidemment, qui produit l'émission ou le film, qui gère son budget, qui paye les artistes. Maintenant, l'UDA a un rôle à jouer avec les négociations, les ententes collectives. Je pense qu'elle le joue bien. D'ailleurs, quand il y a des négociations... ça arrive souvent sur mon bureau, j'ai de la chaleur par rapport à ça. Les producteurs nous demandaient la bonification de ce crédit d'impôt-là l'an dernier. Ça faisait 10 ans qu'ils demandaient ça. On l'a livré l'an dernier, à ma première année de mandat, parce qu'ils nous disaient on doit être capable de mieux payer nos comédiens, nos comédiennes, nos acteurs, nos actrices qui nous le demandent, puis investir davantage dans ce qu'on voit à l'écran aussi. Parce que les budgets de production sont quand même de beaucoup inférieurs, à peu près 4 fois moins qu'une même production en anglais. Donc, pour des questions de revenus qui sont moindres sur l'exportation, etc. Donc, ça, c'est le rôle que moi, je peux jouer. En même temps, ce que le groupe de travail va me proposer d'autres pistes de solutions, je ne le sais pas pour l'instant, mais je suis ouvert à regarder qu'est-ce qu'on peut faire de différent. C'est le mandat que je leur ai donné de voir les choses Puisqu'il est question de crédit d'impôt, on a constaté dans le dernier budget que le plan d'aide aux médias avait été reconduit pour l'essentiel des mesures. En même temps, les programmes fiscaux sont examinés à la loupe au sein du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le secteur média pour le plan d'aide dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a une prévisibilité ou une pérennité de ces programmes-là pour le secteur des médias? Bien, je pense que si les médias avaient devaient s'inquiéter pour la pérennité du crédit d'impôt, c'était dans les derniers mois, parce que le budget où la révision des crédits d'impôt est véritablement arrivée, là, le plus costaud de l'affaire, c'est dans le dernier budget. Et vous voyez, les crédits d'impôt
pour soutenir l'embauche de journalistes dans les salles de nouvelles, il demeure. Donc, on est l'État qui soutient le mieux son journalisme en Amérique du Nord. On va continuer de le faire. Mais il y a aussi des questions à se poser sur la façon dont on le fait. Et ça, c'est un chantier des prochains mois. Tantôt, je parlais des chantiers en culture, en communication. Une autre table à venir? Mais c'est-à-dire, il y a eu beaucoup de travail déjà qui a été fait dans ce secteur-là. Bon, vous le savez, vous êtes dans le milieu. Il y a eu une commission parlementaire. Il y a eu le travail à l'époque qui a été fait par Mme Payette. Il y a eu énormément de travail de fait. Donc, je pense qu'il en reste encore à faire. Mais en même temps, il y a beaucoup de connaissances déjà qui a été générées, puis de pistes de réflexion. Puis à la fin, c'est pas sorcier non plus, là. Les médias ont besoin d'un soutien financier, ont besoin parfois qu'on les aide à se transformer, là, parce que le modèle d'affaires a changé. La carte publicitaire, elle est plus du tout ce qu'elle était. 80% des revenus vont sur des plateformes numériques étrangères. Puis en même temps, il y a toute cette question que je martèle depuis que je suis arrivé de la confiance du public. Je lis pas la crise des médias financièrement parlant à l'indice de confiance du public, mais il y a aussi ça à régler. Donc, je pense que notre rôle, c'est d'être là pour aider dans les deux cas. Plateforme de streaming, on parlait plutôt de votre projet de loi sur la découvrabilité, du pouvoir potentiel du Québec par rapport à certains géants, que ce soit du streaming ou du web. J'aimerais nous amener sur l'intelligence artificielle. On a vu dans les 2 dernières semaines des auteurs québécois être fort mécontents de voir leurs livres utilisés pour l'entraînement des robots par des sites de piratage pour Meta. Qu'est-ce que Québec peut faire dans ce genre de dossier? Grande question aussi. Ça, c'est un dossier qui est immense. Et c'est un dossier qu'on ne pourra pas régler au Québec seulement, là. C'est un dossier qui est mondial, qui touche tous les gouvernements, qui touche, ce que je peux dire, tous les domaines de la société. Je le sais pas, mais en tout cas, qui en touche beaucoup. Vous savez, j'étais au sommet sur l'intelligence artificielle à Paris dans les dernières semaines. J'étais chef de mission pour le Québec. Et à la fin, en plénière, le président Macron était là, J.D. Vance, le vice-président américain, faisait son allocution et il y a dans le monde 2 visions vraiment qui s'affrontent. C'est-à-dire, il y a le monde et il y a les États-Unis. Donc, ce sera intéressant à suivre. Intéressant, pas dans le sens très heureux de la chose, mais intéressant à suivre parce que ça va nous concerner. Est-ce que c'est le clan, disons, qui est davantage américain qui va gagner, c'est-à-dire pas d'encadrement, faut pas de frein à l'innovation. Si on fait si on met en place un encadrement, ça va freiner l'innovation, ou est-ce que ce sera le reste du monde? Le clan des développeurs contre le clan des créateurs, en quelque sorte. Le clan de ceux qui pensent que c'est une opportunité si elle est encadrée. C'est une dichotomie au-delà de celle des intérêts américains versus le monde. Il y a aussi les férus de développement technologique qui veulent entraîner les modèles de langage profond sur des œuvres protégées par le droit d'auteur au nom de l'innovation et de l'émancipation des pratiques démocratiques de l'IA. Et de l'autre côté, il y a une industrie créative qui tremble sa vie parce qu'elle a peur d'être remplacée par du texte, de l'image et du son qui vont ressembler à l'original, à s'y méprendre. Le débat a pris des proportions immenses au Royaume-Uni, où le gouvernement en place veut permettre justement ou libéraliser l'entraînement des modèles de langage profond sur le droit d'auteur protégé. Ça nous a valu une réplique spectaculaire de Paul McCartney qui a dit, il me semble que le gars qui a écrit Yesterday devrait pouvoir vivre de son œuvre dans le futur. Où est-ce qu'on va se situer, nous, au Québec, sachant qu'on est les gardiens de l'exception culturelle en Amérique du Nord? On sera dans le camp des créateurs. En tout cas, tant que je serai là, tant qu'on aura des gouvernements qui seront un tant soit peu nationalistes, puis j'espère qu'on va conserver ça. Parfois, ça m'inquiète, mais quand on regarde l'histoire québécoise, les gouvernements ont tous à peu près été sur cette question-là de l'exception culturelle très alignés. Et on peut pas présumer de l'avenir, on peut essayer de le prédire, on peut émettre des souhaits. Le souhait que j'émets, c'est qu'on conserve cette volonté de protéger l'héritage culturel du Québec. Et en tout cas, je pense qu'on ne peut faire autrement que d'être dans le camp des créateurs là-dessus. Il y a des domaines pour lesquels
ça va être très difficile de passer à côté de cette innovation qui est l'intelligence artificielle parce que nécessairement, ça va venir chambouler leur façon de faire. Donc, je pense que pour certains secteurs en culture, il va falloir vraiment s'adapter. Il y a d'autres secteurs qui devront effectivement être compensés quand on parle à la question de la question des droits d'auteur. Il y a d'autres secteurs, je pense qu'il va falloir carrément protéger et dire, ben nous, l'intelligence artificielle, on veut pas qu'elle remplace les artistes dans ces secteurs-là parce que c'est vital. Donc, il y a énormément de questions. Mais je pense qu'il faut... l'IA et le droit d'auteur, c'est des compétences fédérales en ce moment? Est-ce Ouais. que c'est des enjeux ou des thématiques qui pourraient s'inviter dans votre projet de loi sur la souveraineté culturelle? Pas à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, tantôt je parlais d'unilatéralisme dans les champs de compétences qui sont les nôtres ou quand on a une chance raisonnable de se dire qu'on va gagner. Dans le cas de l'intelligence artificielle, du droit d'auteur, c'est une compétence du gouvernement fédéral, mais je pense qu'on peut très bien jouer cette carte-là, être dans le camp des créateurs, donc, et militer avec le Canada à l'UNESCO, par exemple, pour qu'on soit capable, ou à l'OIF, pour qu'on soit capable d'avoir un cadre international qui... et ça préoccupe beaucoup les acteurs à l'UNESCO. C'est une question, à chaque fois que je rencontre des homologues, on en parle. L'administration de l'UNESCO est très préoccupée par ça, suscite la discussion aussi. Donc, c'est long. C'est long, la diplomatie, le bilatéralisme et les relations bilatérales, ça va un peu plus vite, mais le multilatéralisme, disons que c'est très long. Madame Beaudoin, parfois on lui demande conseil, là, elle en a vu une et un autre, là, mais c'est tout le monde convient que c'est long, mais dans ce dossier-là, il faut être capable d'avancer le plus rapidement possible, en tout cas. Mathieu Lacombe, en rafale? En rafale. On parlait du développement du public, de trouver des moyens d'intéresser le jeune public. Oui. Ce jeune public est particulièrement attiré par les écrans. Oui. Comment on fait pour les intéresser aux arts qui ne passent pas nécessairement par les écrans? Ben, il faut aussi les intéresser à ce qui est sur les écrans, mais les intéresser à ce qui est québécois. Je veux juste faire cette parenthèse-là, parce que les écrans, je pense pas qu'il faut les démoniser. Un jeune qui est sur TikTok et qui écoute des vidéos américains de quelques secondes en rafale, je pense pas que c'est très bon pour son développement culturel, mais écouter une émission, une série jeunesse québécoise ou un film québécois avec son enfant, je trouve que c'est extraordinaire, puis ça suscite des discussions, puis ça participe à son développement culturel. Maintenant, il faut pas que ce soit juste ça, parce qu'on peut devenir paresseux aussi. Je pense qu'il faut avoir il faut garder ce réflexe de sortir en salle, de lire un livre, et ça, je pense que ça va passer par les produits qu'on va leur offrir, mais je pense qu'il faut en faire plus. Je pense qu'on n'en fait pas assez actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec la discussion sur la production culturelle, la surproduction culturelle qu'on avait plus tôt? Non, parce que, vous savez, les dépenses consolidées du ministère de la Culture, du gouvernement du Québec, pour l'année qui vient, vont dépasser le 2 milliards de dollars. Donc, dans l'enveloppe qu'on a, est-ce qu'on est capable de se dire, faut prioriser, là, faut s'assurer qu'une certaine partie de cette enveloppe-là aille dans le renouvellement des publics, aille au jeune public, au public adolescent. Je vous disais, je suis allé au théâtre Denise Pelletier voir la pièce Orgueil et Préjugés. C'est beau de voir des ados dans la salle qui sont là, qui apprécient venir au théâtre. Et il y en a trop peu des lieux comme ça. Tout le monde fait son bout de chemin. Du CEP en fait un bout. Le TNM peut en faire un bout. Les musées en font un bout. Mais comme je dis souvent au musée, pourquoi est-ce qu'on développe pas des expositions destinées aux enfants? Pourquoi est-ce qu'on invite les enfants dans un monde d'adultes puis qu'on passe par la médiation culturelle? Pourquoi est-ce qu'on développe pas des expos qui sont faits de A à Z pour eux aussi? Je pense que ça contribuerait. La littérature jeunesse, ça fonctionne très, très bien au Québec. Je pense que c'est moins un enjeu. Le théâtre, est-ce qu'on est capable d'en faire plus? La Maison Théâtre fait un travail exceptionnel. Les Gros Becs fait un travail exceptionnel. Je pourrais vous en nommer un autre. C'est à Montréal pour les ados, Théâtre Denise Pelletier, mais c'est un joueur qui s'intéresse majoritairement aux ados. Est-ce qu'il pourrait en avoir d'autres? Est-ce qu'on peut les soutenir davantage? S'il n'y en a pas d'autres, est-ce qu'on peut au moins soutenir davantage ceux qui sont là? Avec les budgets qu'on a, je pense qu'il faut, et ça, je persiste et signe là-dessus depuis le début du mandat, je pense qu'il faut en faire plus. Puis je suis en train de voir comment on peut... Je pense pas qu'on doive les forcer, c'est-à-dire je pense pas qu'ils sont contre l'idée, nos sociétés d'État puis les organismes qui relèvent de nous, notamment le CALC et la SODEC, qui sont nos deux bras financiers. Mais je pense qu'il faut que l'orientation gouvernementale soit claire. Donc, je travaille sur des moyens en ce moment que cette orientation gouvernementale-là soit claire.
Il y avait dans les cartons une idée peut-être de passeport culturel pour les jeunes. Oui, on continue de la développer. Cette année encore, il y a une somme dans le budget, quelques centaines de milliers de dollars, 900 000 $ pour être capable de continuer à développer la solution technique. Donc, ultimement, il faut arriver à avoir un passeport qui va permettre aux jeunes de se procurer des biens et services culturels. Vous nous avez parlé de votre pièce de théâtre hier à Denise Pelletier. Oui, c'était très bon d'ailleurs. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, l'adaptation, elle est extraordinaire. On rit du début à la fin. C'est vraiment très, très bon. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement en art et culture? Ben, j'aime beaucoup le cinéma, la télé. On a des vies occupées. C'est assez facilement accessible. Ça revient à la discussion de tantôt. J'adore aller au théâtre avec mon fils. D'ailleurs, je reviens là-dessus. Je suis allé pour l'événement bénéfice voir Orgueil et Préjugés. J'y retourne 2 jours plus tard avec mon fils. Avez-vous aimé Orgueil et Préjugés, oui, Monsieur Lacombe? Oui. Mais c'est que je trouve ça tellement beau de voir ce qu'on est capable de faire, puis de voir qu'on est capable d'intéresser nos jeunes. Puis vous savez, je suis sorti de la pièce, puis j'ai dit à l'équipe, je suis tellement content parce que je le sais que mon fils va aimer ça. Puis il va être fier d'aimer ça parce que là, on passe à une catégorie supérieure. Là. On sort, disons, des produits de la maison théâtre, puis on va vers un théâtre qui est plus grand public. Puis grâce à une adaptation comme celle-là, parce qu'on fait des trucs extraordinaires ici, ben on va intéresser des jeunes qui vont vouloir, après ça, aller continuer de consommer des pièces. Donc, aller au théâtre avec mes enfants, j'adore ça aussi. Sinon, j'écoute tout le temps de la musique, je chante tout le temps, ça tape sur les nerfs de mes enfants aussi. Mais je vais continuer, je l'avais dit. Vous parlez de vos enfants. Vous parlez de vos enfants. On a eu des discussions récemment sur la difficulté de concilier la job ministre et la vie familiale. Vous êtes un père. Oui. Est-ce que ça se concilie? Comment ça se passe? Bien, c'est sûr que ça se concilie, mais ça se fait pas sans sacrifice, ça, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement sur la conciliation famille-travail, puis il y a des collègues qui font des choix, j'ai envie de dire courageux, de choisir leur famille parce qu'ils trouvent que c'est difficile. Pascal Saint-Onge l'a dit. Gabriel Nadeau-Dubois, je pense qu'on peut aussi l'entrer dans cette catégorie-là. Marois Risky l'a dit clairement aussi que c'était pour cette raison-là, parce que c'est vrai que c'est très difficile. Mais en même temps, je veux pas non plus qu'on décourage, puis c'est pas du tout ce qu'ils font. Mais je veux aussi envoyer le message aux jeunes que c'est possible de s'engager en politique puis de concilier les deux. Ça prend des sacrifices, là, mais quand je suis arrivé, on m'avait dit « Oui, même si tu as des jeunes enfants, on va t'accommoder ». Là, je me suis dit, bon, ça va durer 5 minutes. Puis après ça, ils vont me faire sentir coupable, c'est sûr. Dans ma tête, un ministre, c'est toujours... Puis finalement, ça fait 6 ans. Puis à chaque fois que j'ai des enjeux familiaux, je me fais accommoder. Donc, c'est possible. Mais après, c'est sûr qu'on n'est pas à la maison à chaque soir. C'est sûr qu'on est à Québec ou à Ottawa, pour ceux qui sont à Ottawa. Donc, ça demande des sacrifices. Mais je pense que c'est conciliable. Je pense que c'est conciliable. L'idéal, c'est d'en faire avant puis après, comme disait Jean Lapierre, je pense, là, humainement. Mais je pense que c'est quand même possible de le faire. Puis, là, c'est une longue réponse, mais je pense que ça en prend aussi des parents de jeunes enfants autour de la table, du Conseil des ministres, puis dans un caucus. Parce que quand vient le temps d'avoir une discussion sur les garderies, les CPE, ben... Il y a une expertise. Oui, puis à un moment donné, on est des humains, puis on définit nos priorités aussi en fonction de ce qui est défendu autour de la table par les ministres. Puis quand il y a des ministres qui savent que c'est difficile d'obtenir une place en CPE, puis quand il y a des ministres qui vont porter leurs enfants, reconduire leurs enfants chaque matin, puis qui voient le travail qui se fait, nécessairement, ça a un impact. Donc, dans le premier mandat, on avait Geneviève Guilbeault avec des jeunes enfants, Simon Jolin-Barrette avec des jeunes enfants, moi-même avec des jeunes enfants. On a posé des gestes importants, notamment pour les garderies, les CPE. Je pense que les gens peuvent faire le calcul. Je pense que c'est pas étranger à ça. Donc, dans tous les autres domaines, je pense que c'est intéressant d'avoir des jeunes parents autour de la table. Votre avenir à vous, la politique pour toujours? Non. Pour toujours, non. Je vais mourir, sinon. On va tous mourir, ça. On va tous mourir, mais je veux pas mourir trop jeune. Je veux pas mourir trop jeune. Mais blague à part, c'est vrai que ça use, la politique. Ça use. Gabriel, quand il a annoncé son départ, je trouve qu'il a mis le doigt là, sur le mot « ça use, la politique ». Puis j'ai jamais fait l'opposition. Je sais pas si je peux dire que c'est un privilège, parce que j'aurais aussi aimé ça, voir qu'est-ce que c'est comme travail, mais ça fait 6 ans là, que je suis ministre,
Puis c'est beaucoup de Est-ce travail que- toujours là, de se battre pour ces dossiers. Il n'y a pas juste des merci et des tapes dans le dos non plus. Ben non, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, quelqu'un a déjà dit, si tu veux des amis, fais pas de politique, achète-toi un chien. Ouais. Tu sais. Puis je dis souvent à mon équipe aussi, c'est un peu contradictoire, mais je leur dis, on n'est pas ici pour se faire des amis, on est ici pour faire la différence. Parce que quand on fait de la politique, si on veut que nos dossiers avancent, il faut être capable de se battre. Puis ça veut dire marcher sur les orteils de certaines personnes. Mais à la fin, on est tous là pour faire la différence. Puis, mais ça use. C'est vrai que ça use à la fin. Donc, faire ça toute une vie. Est-ce que ça use au point de renoncer à un autre mandat? Ben, ma décision, elle est pas prise. Okay. Mais c'est quelque chose, évidemment. Là, on voit l'échéance électorale arriver quand même. Là, on se dit que dans un an, ça va tellement vite que dans un an, on sera déjà à la fin de la dernière session de la législature. Donc, il faut se poser la question vite, je pense. Quelle marque politique vous souhaitez laisser? Hey, vous avez des grandes questions, vous, aujourd'hui? On les garde pour la fin, c'est la dernière. C'est ça. Ben, ça sera aux gens, je pense, de définir quel genre de ministre de la Famille ou quel genre de ministre de la Culture j'aurais été. Parce que parfois, on est dans le brouhaha, tout ça, puis ce qu'on perçoit, c'est beaucoup de négatif. Mais je pense que quand on a du recul avec les années, les gens voient ce qui a été de bien. Donc, je sais pas ce que les gens vont retenir, mais j'espère qu'une des choses que les gens vont retenir de mon style de leadership, c'est d'aller vers les gens avec qui je travaille, que ce soit les artistes ou auparavant les éducatrices ou les directeurs, les directrices de CPE, puis de construire ensemble. Puis ça, quand j'étais à la famille, on l'a fait, puis on avait une bonne relation avec le réseau à la fin. Puis je les ai adorés, je les aime d'amour. Puis en culture, j'ai l'impression qu'on est capable aussi de faire la même chose. Donc, de créer des ponts, de créer des consensus, de s'asseoir avec les gens, puis de trouver le bon équilibre pour avancer. Mathieu Lacombe, merci beaucoup de votre présence. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. Plaisir. Merci.